Donc bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma dernière découverte en date qui est le WebRTC. Le WebRTC c'est une technologie qui permet d'envoyer de l'audio et de la vidéo en UDP en peer-to-peer. C'est beaucoup utilisé par toutes les applications qui permettent de discuter avec des gens comme Discord, WhatsApp, Google Meet, mais c'est aussi utilisé par des jeux vidéo comme Fortnite qui utilisent WebRTC pour pouvoir permettre aux gens de discuter avec les gens qui sont dans la même team quand vous êtes en train de jouer. Et du coup, c'est une technologie qui est plutôt assez cool, mais pour vous en parler, il me fallait autre chose. Il me fallait quelque chose en plus pour que tout ça, ça soit intéressant. Et du coup, j'ai décidé de me lancer le challenge de recréer la plateforme Google Meet. Cette plateforme que j'ai créée s'appelle Hugo Meet et elle est disponible tout de suite. Si vous mettez en pause la vidéo ou vous attendez la fin de celle-ci, vous allez pouvoir aller sur hugomeet.com et créer des meetings avec vos amis. Au début, c'était pas un truc que je pensais que j'allais faire, mais vu que la plateforme s'est avérée suffisamment stable et j'étais assez fier d'elle, j'avoue, que je me suis dit que ça serait plus intéressant pour vous si en plus d'avoir des explications, vous pouvez le tester par vous-même en allant sur hugomeet.com. Et pour ceux qui veulent en apprendre encore plus, sachez que le source code est disponible sur GitHub gratuitement et que je vous le donne, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Faut savoir que j'ai pas choisi WebRTC pour rien, j'ai choisi WebRTC parce que sa principale qualité est la rapidité. C'est une ou même la librairie qui a le moins de latence pour envoyer des paquets audio ou vidéo à un second peer. Et ça pour les deux raisons que j'ai citées précédemment, UDP et peer-to-peer. Peer-to-peer, ça signifie qu'on envoie directement les paquets à la personne et qu'il n'y a pas un autre serveur entre les deux. Et pourquoi UDP plus que TCP? C'est parce qu'en fait, TCP lui va faire un peu plus de processing pour s'assurer que la personne en face reçoit le paquet, alors que UDP, lui, il s'en moque et il va juste bombarder les paquets, que vous les recevez ou non. Et ça tombe bien parce que dans un contexte de meeting où on veut envoyer de l'audio ou de la vidéo, on s'en moque qu'il y ait des petits lags, ce qu'on veut nous, c'est que ça soit tout le temps synchronisé. Et c'est principalement pour ça qu'ils ont choisi UDP. Mais bon, trêve de bavardage, on va passer directement aux explications, et je vais pas trop m'étendre sur Hugo Meet, parce que globalement c'est une copie de Google Meet et vous savez déjà à quoi ça sert, mais il y a quand même quelques petits trucs intéressants à dire, surtout côté serveur. Déjà, il faut savoir que sur Hugo Meet, vous avez 3 pages. Vous avez la landing page, la pre-room page et la room page. La landing page, elle sert pour créer des rooms et aussi les rejoindre, vous pouvez mettre votre ID et cliquer sur le bouton Join. Mais elle est principalement utilisée pour juste créer des rooms. La deuxième, la pre-room page, c'est la page sur laquelle vous allez arriver avant d'aller dans la room. Cette page va vous permettre d'avoir une visualisation de à quoi vous allez ressembler une fois que vous serez dans la room, et vous allez aussi pouvoir rentrer un nom qui va pouvoir vous décrire. Globalement, je check rien, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et la room page, quant à elle, c'est la page sur laquelle vous allez pouvoir faire tous vos meetings, vous allez voir vos potes et vous allez pouvoir discuter. La petite astuce que j'ai utilisée à propos de la pre-room page et la room page, c'est qu'en fait, ces deux-là sont en fait qu'une seule et même page. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai besoin de m'assurer que vous allez passer par la pre-room page avant d'arriver sur une room. Ça, j'aurais pu le faire autrement, mais le problème c'est que ça aurait été plus difficile pour vous du coup de partager les rooms, j'aurais dû créer un bouton qui copie un lien spécifique, enfin ça aurait été un peu embêtant. Alors que vu que maintenant c'est la même page, vous avez juste à copier votre URL, l'envoyer à quelqu'un d'autre, et si la personne clique dessus, il va directement pouvoir rejoindre et il va arriver sur la pre-room page. Si vous regardez mon code, la pre-room et la room page, c'est ce que j'ai appelé des layers, et en fait j'affiche d'abord la pre-room, et après si vous avez cliqué sur join et que vous avez été accepté dans la room, j'affiche la room page. Et vous êtes théoriquement sur la même page, c'est juste que j'ai affiché quelque chose de différent. Et donc côté serveur, en fait, j'ai fait super simple. J'ai même fait tellement simple qu'il n'y a pas de base de données. Même si ça, j'avoue, c'était un peu parce que j'avais la flemme. Mais dans tous les cas, j'avais pas beaucoup d'informations à garder. Toutes les informations que je garde, c'est qui est dans la room et quel nom vous vous êtes attribué quand vous étiez dans la pré-room. Ça a quand même une petite contrainte qui est que je ne peux pas garder d'informations. C'est-à-dire qu'au moment où je coupe mon serveur ou alors que vous le faites crasher, et ben en fait, toutes les informations sont supprimées. C'est pas très grave parce que j'en fais rien, mais en vrai, ça aurait pu être intéressant de les garder pour, je sais pas, des statistiques ou n'importe quoi. Pour les développeurs d'entre vous, vu que je n'ai pas de base de données, je n'ai pas fait d'API. Et vu que j'ai pas fait d'API, je suis obligé de connecter les gens par un autre moyen, et ce moyen que j'ai trouvé, c'est les WebSockets. Pour ceux qui connaissent pas les WebSockets, c'est juste un moyen de créer un lien entre vous et le serveur, et comme ça on peut échanger des messages. D'ailleurs, la connexion à mon serveur est un premier message. En fait, au moment où vous créez une connexion, vous envoyez aussi des informations, qui est quel room vous voulez rejoindre, et aussi quel nom vous vous êtes attribué. Comme ça, s'il y a déjà quelqu'un qui est dans la room, je vais pouvoir lui envoyer une notification que vous essayez de vous connecter, et il va pouvoir vous accepter ou non, et si vous acceptez pas, je vais carrément couper votre connexion WebSocket. Vous pouvez toujours la relancer en cliquant sur le bouton Retry. Et tout ça, ça se passe dans la pre-room, qui est en fait du coup une salle d'attente presque. Il y a aussi une deuxième partie au serveur que moi j'ai créé, c'est la partie Signaling Server. Je en parlerai plus tout à l'heure sur la partie WebRTC, mais en gros, globalement, c'est la redirection de messages. Et il y a aussi une troisième et dernière partie, qui est la partie Stun Server. Stun Server, c'est aussi pour le WebRTC, c'est un serveur qui est indépendant de mon serveur à moi, et qui m'est fourni par Google. Enfin, il n'est pas fourni à moi directement, c'est juste il est en public, et en gros c'est un petit serveur sur lequel on va faire des requêtes, et ce serveur va nous retourner notre IP public. Ils les mettent à disposition gratuitement parce qu'en vrai ça leur coûte pas très cher à maintenir, et en plus vu que c'est eux qui sont en train de pousser la technologie WebRTC, et qui veulent que tout le monde l'utilise, c'est normal qu'ils mettent quelques outils à disposition. Maintenant que vous avez une bonne vue d'ensemble de l'architecture du Hugo Meet, on va pouvoir parler WebRTC.
Je vais d'abord faire une petite remise en contexte de WebRTC. Sachez qu'en WebRTC, ce qu'on veut, c'est une connexion peer-to-peer. Mais chez vous, vos ordinateurs, vos téléphones, tout ça, ils sont connectés à votre box. Ils sont dans un contexte qu'on appelle local, parce que si vous n'êtes pas connecté directement à Internet, mais c'est votre box qui est connectée à Internet, et vous, vous connectez à votre box. Votre box, plus que vous connectez à Internet, son job, c'est aussi de vous protéger des connexions extérieures. Et du coup, votre box, elle a toute une liste de règles pour accepter ou pas une connexion extérieure. Le problème avec ça, c'est qu'une connexion peer-to-peer, en fait, c'est une connexion d'un ordinateur à un autre. C'est vraiment de machine à machine, et ces machines peuvent être dans des contextes locaux totalement différents. Mais bon, ça reste pas impossible, c'est juste que du coup, va falloir matcher toutes les règles de vos box pour qu'elles considèrent que la connexion que vous voulez faire est sécurisée et qu'elles vous laissent la créer. Pour faire ça, on va devoir passer par tout un certain nombre d'étapes qu'il va falloir exécuter, c'est ce que moi j'ai appelé la séquence d'initialisation. Cette séquence d'initialisation, elle a pour but de récupérer les datas suivantes. En premier, vous allez avoir besoin de savoir qui vous êtes. En deux, vous allez avoir besoin de savoir comment est-ce que vous pouvez discuter avec quelqu'un qui est à l'extérieur de votre réseau. En trois, vous avez besoin de savoir à qui est-ce que vous allez parler. Et en 4, vous allez avoir besoin de savoir comment est-ce que cette personne peut discuter. Les 2 et 4, c'est ce que j'ai appelé des méthodes de communication, et en WebRTC, on appelle ça des ICE candidates. Et le 1 et 2, c'est en fait les IP publics de la première personne, donc de vous, et l'IP public du peer auquel vous voulez vous connecter. Ces IP publics sont récupérés tout seuls via WebRTC, via le stun server dont j'ai parlé précédemment. Mais voilà, pour récupérer ces informations, il y a un dernier petit souci, c'est que vous savez pas encore comment communiquer avec cette personne, parce qu'il n'y a toujours pas de connexion peer-to-peer entre vous. Et c'est là où rentre en jeu le signaling server, qui en fait, vous envoyez des messages à mon serveur, qui va juste les rediriger au peer auquel vous voulez que ça arrive. Ça peut être fait de plein de manières différentes, moi je l'ai fait en WebSocket parce que tout le reste est aussi en WebSocket, mais en vrai on s'en moque de comment c'est fait, il faut juste que l'autre personne récupère l'information. Vous pouvez lui écrire par Discord, c'est un peu plus long, mais en vrai ça va marcher au bout d'un moment. On va prendre l'exemple d'un peer 1 qui veut se connecter à un peer 2, et je vais vous expliquer étape par étape comment marche la séquence d'initialisation. Donc dans un premier temps, le peer 1 va vouloir créer une connexion, le peer 2 ne le sait pas encore. Donc le peer 1 va créer une offre via WebRTC, et WebRTC va envoyer un message au stun server pour récupérer l'IP public du peer 1. Une fois qu'il a fait ça, il va vous renvoyer un message dans lequel il y aura toutes les informations de la connexion peer-to-peer, dont votre IP public. Une fois que le peer 1 a récupéré son offre, il va en créer une copie et l'envoyer au peer 2 via le signaling server. Et il va regarder la deuxième pour lui afin qu'il puisse savoir qui est-ce qu'il est. Une fois que l'offre est créée, WebRTC va commencer à générer des ICE candidates, donc vos méthodes de communication. Ces méthodes de communication vont mettre à jour votre offre en local. Sauf que si vous vous rappelez bien, on a déjà envoyé notre offre au peer 2. Votre offre doit toujours être synchronisée de votre côté et du côté du peer 2. Pour ça, vous allez envoyer les ICE candidates qui sont générés un à un au peer 2 via le signaling server. Du côté du peer 2, il va d'abord récupérer votre offre. Cette offre, il va se l'assimiler pour pouvoir savoir à qui est-ce que lui il doit se connecter. Et du coup, juste après, via WebRTC, il va créer une answer. Cette answer, c'est tout pareil qu'une offre. C'est juste que c'est du côté de la personne qui vient de recevoir une demande de connexion. Mais c'est exactement pareil. Au moment où vous créez votre answer, WebRTC va demander au stun server l'IP public du peer 2 afin de pouvoir lui redonner et la stocker dans l'answer. Et du coup, tout pareil que l'offre, une fois que le peer 2 récupère l'answer, il va garder une copie pour lui et envoyer une autre copie au peer 1 afin que le peer 1 puisse savoir à qui est-ce que lui doit se connecter. Une fois que ça c'est fait, il va commencer à récupérer les ICE candidates que le peer 1 avait envoyés juste après, et il va pouvoir du coup mettre à jour toutes les informations de son côté, et le peer 2 est dorénavant prêt à créer une connexion peer-to-peer avec le peer 1. Il sait à qui il doit parler parce qu'il a récupéré l'offre du peer 1, il sait qui il est parce qu'il a créé une answer. Juste après qu'il ait créé l'answer, ces ICE candidates ont commencé à se générer et il les a aussi envoyés au peer 1, et il a aussi reçu les ICE candidates que le peer 1 lui avait envoyés, il a donc rempli toute sa liste d'informations qu'il avait besoin de recevoir. Quant au peer 1, lui, il va récupérer toutes ces informations quelques secondes après, une fois que tous les messages du peer 2 sont arrivés à destination. Et du coup, à son tour, il sera prêt à créer une connexion peer-to-peer, et vu qu'il est prêt et que le peer 2 l'était déjà, et la connexion peer-to-peer va pouvoir s'effectuer entre les deux, et ils vont commencer à pouvoir discuter et s'envoyer de la vidéo et de l'audio. Oui, parce qu'en plus de pouvoir envoyer de l'audio et de la vidéo, il y a un data channel que vous pouvez créer en peer-to-peer, qui est globalement comme un WebSocket, mais directement en peer-to-peer. Bon, j'espère que vous avez tout suivi, ça c'était la séquence d'initialisation. Et normalement elle se fait que au tout début quand vous voulez créer la première connexion avec la personne. Mais en fait il y a un deuxième cas où cette séquence d'initialisation a besoin d'être effectuée alors que vous êtes déjà connecté. Souvent c'est parce que quelqu'un vient d'ajouter une nouvelle track audio ou une nouvelle track vidéo, et c'est ce qu'on appelle des renégociations. Donc à ce moment-là, vous avez besoin d'échanger l'offre et l'answer à nouveau afin que tout le monde soit sûr que les informations qu'ils ont sont synchronisées avec les informations du second peer. En fait, l'offre et l'answer, c'est ce qu'on appelle des local et des remote description en WebRTC. Et ces local et remote description ont pour intérêt de garder toutes les informations, absolument toutes les informations qui décrivent la connexion peer-to-peer. Donc qui est concerné, comment parler, quels channels sont créés, etc., etc.
Pour le peer 1, la local description, c'est l'offre qu'il a créée, et la remote description, c'est l'answer qu'il a reçu. Mais pour le peer 2, la local description, c'est l'answer qu'il a créé, et la remote description, c'est l'offre qu'il a reçue. Et vu que ces descriptions, ils ont toutes les informations de la connexion peer-to-peer, c'est pour ça que pendant des renégociations, on n'a pas besoin de refaire les ICE candidates, parce que globalement, ils n'ont pas changé, ou s'ils ont été changés, ils seront renvoyés automatiquement. Voilà, avec ça, vous avez à peu près toutes les bases du WebRTC. Évidemment, je vous ai pas expliqué comment envoyer des flux vidéo, mais c'est ultra simple, quelques recherches sur internet vous donneront tout de suite la solution. Mais au moins, vous savez créer une connexion peer-to-peer entre deux personnes, ce qui est le plus gros point et aussi le plus dur. Avant de conclure cette vidéo, je vais juste faire une petite récapitulative de tout ce qui va pas sur mon site. Parce qu'évidemment, vu que c'était un projet pour tester des choses, j'ai évidemment fait des erreurs, et il manque aussi des choses qui nécessiteraient peut-être plus de temps de développement. La première d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sur Ugomit. J'entends par là que les WebSockets et le WebRTC, tout ce qui sont flux de vidéo et audio, ne sont pas encryptés. Vu que ces données ne sont pas encryptées, il y a une possibilité que quelqu'un récupère ces flux et puisse entendre vos conversations avec vos potes. Alors, je sais même pas comment on fait, ça a l'air assez compliqué, mais la possibilité existe, et du coup il faudrait la sécuriser au cas où. Je sais que ça existe et j'ai déjà vu passer des articles qui parlaient de ça, mais personnellement c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. J'aime bien créer des nouvelles choses, et sécuriser c'est pas vraiment mon but. Ça c'est pas un produit fini, c'est juste un side project que j'ai eu. Mais bon, faites quand même attention, faites pas des vraies conversations importantes sur Ugomit. Allez sur Google Meet, ou Zoom, n'importe quoi. En 2, c'est un petit bug que j'ai pas géré, qui est que la landing page est offline. Vu que la connexion se fait au moment où vous cliquez sur le bouton Join, au moment où vous êtes sur la landing page, vous n'êtes pas encore connecté, parce que vous n'êtes pas encore passé par la pré-room. Et en gros, quand vous cliquez sur le bouton Créer une room, je vous redirige vers un ID que je viens de générer aléatoirement. Mais je ne regarde jamais si la room avec l'ID que je viens de générer est déjà utilisée ou pas. Donc, si vous étiez des milliers à l'utiliser, même des millions à l'utiliser, il y aurait un pourcentage de chance assez élevé que quelqu'un crée une room et qu'il y ait déjà des gens dedans. En 3ème, c'est quelque chose qui est très important, largement plus que celui d'avant, c'est ce que j'ai appelé la boîte noire du WebRTC. Mais je veux parler du turn server. Un turn server, c'est très important au WebRTC, parce qu'en gros, il y a des gens qui sont derrière des box qui ont des symmetric NAT. Un symmetric NAT, c'est juste quelque chose qui va faire en sorte que c'est plus difficile pour vous de se connecter à quelqu'un qui est à l'extérieur de votre box. Et du coup, pour les gens qui sont derrière des symmetric NAT, on est obligé de rediriger tous les flux WebRTC par un turn server pour que la connexion puisse s'effectuer. C'est effectivement plus lent, mais du coup c'est le seul moyen de faire en sorte de les connecter, sinon ils pourraient même pas du tout recevoir de flux. En vrai, il y a peu de chances que ça vous concerne directement, mais ça peut concerner des gens qui sont dans des grosses entreprises, où il y a toute une architecture réseau beaucoup plus poussée que juste chez vous. Moi j'appelle ça la boîte noire du WebRTC, parce qu'en fait il y a très peu d'informations dessus. Tout le monde utilise un stun server qui s'appelle Coturn, qui est disponible gratuitement sur GitHub, et qui s'installe très facilement n'importe où. Après faut dire que quand j'ai regardé les sources, ça avait l'air l'enfer à coder. C'est plein de normes dont on n'a jamais entendu parler, mais ça a l'air quand même assez intéressant. En dernier point, c'est les politesses sur les renégociations. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de parler à un ami, et qui parle en même temps que vous, et du coup vous bloquez, mais vous bloquez tous les deux en même temps, puis vous reparlez juste après tous les deux en même temps, et ça fait comme si vous buggiez un peu. Et en fait, ça arrive aussi aux ordinateurs. Mais en fait, imaginons que vous remettiez une vidéo en même temps que la personne en face remet une vidéo, vous avez tous les deux engagé des renégociations l'un envers l'autre, et là s'il n'y a pas de politesse et il n'y a pas un des deux peers qui dit ok vas-y toi tu renégocies avec moi, et bah il peut y avoir des comportements imprévus. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas géré et que je devrais faire si je voulais mettre plus de temps de développement dans Ugomit, mais je pense que je vais m'arrêter là. En vrai Ugomit est quand même assez cool, je suis assez content de ce que j'ai fait, et puis si vous pensez pareil, je vous invite à du coup checker ugomit.com ou les sources directement sur GitHub. Mais bon voilà, c'était ma petite aventure pour recréer Google Meet, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez découvert une techno intéressante, et je vous dis à la prochaine pour un prochain side project. Salut.